Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un proverbe français très connu et toujours d'actualité. Il n'y a pas de fumée sans feu. Un proverbe qu'on entend dans les conversations, les médias, la politique et même dans les affaires. Mais que veut-il vraiment dire? D'où vient-il? Et pourquoi reste-t-il aussi utilisé? Le proverbe signifie qu'il y a toujours une cause, une vérité ou un fondement derrière une rumeur ou un soupçon. Autrement dit, quand on voit de la fumée, il y a souvent un feu quelque part. Les Français l'utilisent pour dire que les rumeurs ne naissent pas de rien. Mais attention, cela ne veut pas dire que tout ce qu'on entend est vrai. C'est une invitation à réfléchir. Il y a peut-être un fond de vérité, mais il faut vérifier. L'origine du proverbe remonte au Moyen Âge, et même plus loin. Les Latins disaient déjà « Ubi fumos, ibi ines » où il y a de la fumée, il y a du feu. C'est une observation physique devenue une métaphore universelle. Le proverbe français était testé depuis le XVIIe siècle dans les littératures populaires. Il figure dans les recueils de proverbes de La Rochefoucauld et dans les dictionnaires de l'Académie française. On trouve ce proverbe dans la littérature du XIXe siècle, notamment chez Jules Verne, dans les 500 millions de la Begum. Il n'y a pas de fumée sans feu, disait le docteur, et les rumeurs ne mentent pas toujours. Les écrivains réalistes l'ont souvent utilisé pour dénoncer la rumeur sociale et la curiosité humaine. Ce proverbe touche à la psychologie collective. Il montre notre tendance naturelle à chercher une cause à tout ce qu'on voit. Le cerveau humain déteste le hasard. Il préfère penser qu'il y a toujours une explication. Mais cette logique peut aussi nous piéger. On voit un feu, même là où il n'y en a pas. Alors, que faut-il retenir? Ce proverbe nous apprend la prudence. Oui, derrière chaque fumée, il y a peut-être un feu. Mais avant de juger, il faut vérifier d'où vient la fumée. Et surtout, qui souffle dessus. Et maintenant, passons à l'épisode du podcast aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un dossier assez riche, avec pas mal de documents, des articles, des notes, même une fiche sur un film. Et tout ça, ça tourne autour d'une phrase qu'on entend tout le temps. Il n'y a pas de fumée sans feu. Une expression très très courante, oui. Voilà, on la croise partout, dans les médias, au boulot, dans nos discussions. Bon, le sens de base, on le connaît, hein. S'il y a une rumeur, un soupçon qui circule, c'est qu'il doit y avoir quelque chose derrière. Une cause cachée, une part de vérité. C'est un peu l'idée qui ressort de plusieurs textes, là. Oui, l'idée intuitive en quelque sorte. Exactement. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant avec nos sources. La question qu'elles soulèvent toutes, c'est: est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce que cette phrase, c'est vraiment une règle d'or? Les documents qu'on va regarder aujourd'hui suggèrent que c'est bien plus nuancé,
parfois même, carrément dangereux comme raccourci. Tout à fait. Du coup, on va essayer de décortiquer ça sous plusieurs angles. L'histoire, les médias, le droit, la psycho. Voir ce que ces différentes perspectives nous disent sur cette fameuse fumée. Prêt? Alors, on y va. Allons-y. Alors, pour commencer, plusieurs notes qu'on a là, elles remontent à l'origine. L'idée de départ, elle est hyper simple, physique. On voit de la fumée, ça veut dire qu'il y a une combustion quelque part. Logique. Mais comment on passe de ça, de cette observation basique, à une métaphore sur les secrets, les scandales, tout ça? C'est exactement ça le point de départ. Les sources historiques insistent là-dessus, ça vient d'une constatation terre à terre. Mais ce qui est assez fascinant, et bien mis en avant dans un des textes, c'est la rapidité avec laquelle ça devient une métaphore sociale. Le feu, ça devient la vérité cachée, le problème de fond, le scandale qui couvre. Mhm. Et la fumée, c'est l'indice, la rumeur qui commence à circuler, le petit signe qui alerte, quoi. D'accord. D'ailleurs, une des analyses remonte au latin médiéval. Ubi fumus, ibi ignis. Là où il y a de la fumée, il y a du feu. Ça existait bien avant d'être formalisé en français au XVe siècle. C'était déjà perçu comme une sorte d'indice, de preuve indirecte. Ah oui, déjà à l'époque. Oui, oui. Mais, et ça c'est un détail intéressant pointé dans ces notes, au Moyen-Âge, le feu, c'était pas juste un truc neutre, une cause technique. Il y avait aussi cette connotation de danger, de mal, parfois même de démoniaque. Ah d'accord. Donc dès le départ, il y a cette double lecture. Oui, un signe pointe vers une cause, mais attention, cette cause peut être mauvaise ou même trompeuse. La fumée, elle signale quelque chose, mais pas forcément de manière simple ou claire. Ah oui, je vois. Cette nuance médiévale, elle est intéressante. J'avais pas capté ça tout de suite. Et ça explique sans doute pourquoi les écrivains, comme le mentionne l'analyse littéraire qu'on a, se sont autant emparés de la formule. On cite Balzac, Zola, Flaubert, même Molière. Ils semblent tous jouer avec cette ambiguïté-là. Tout à fait, c'est un terrain de jeu formidable pour eux. Les exemples donnés sont assez parlants. Balzac, qui s'en sert pour critiquer cette société des apparences, où l'on juge à toute vitesse. Zola, lui, comme le note l'analyse, l'utilise pour dénoncer une certaine presse à scandale, toujours prête à jeter de l'huile sur le feu, si on peut dire. Exactement. Et puis Molière, bien sûr, qui s'en amuse dans ses comédies avec des situations où, en fait, il n'y a ni feu ni fumée, juste des quiproquos et du vent. C'est ça. Ce que l'analyse littéraire montre bien, c'est comment ce proverbe, finalement, cristallise cette tension qu'on a tous entre ce qu'on voit et ce qui est caché, l'apparence et la réalité. Et peut-être aussi, comme le suggère une autre note, notre besoin presque viscéral de trouver une explication simple, logique, même quand c'est flou. Le proverbe, c'est un peu un raccourci mental pratique. Un raccourci mental. Et ce raccourci, justement, on le voit bien, il n'est pas resté dans les livres. Les articles de presse dans l'eau source montrent qu'il est complètement passé dans le langage courant, surtout en politique ou dans les médias. Dès qu'il y a une affaire, un scandale, hop, la petite phrase ressort pour suggérer qu'il y a quelque chose de louche. Oui, et c'est là que plusieurs sources tirent la sonnette d'alarme. Une des analyses parle même de risque de mécanisme d'autoréalisation. L'idée, c'est qu'à force de répéter « pas de fumée sans feu », la rumeur elle-même, la fumée donc, finit par avoir un effet réel, par créer une perception tellement forte qu'elle devient presque une vérité. La simple suggestion répétée suffit à installer un doute tenace. D'ailleurs, il y a une référence dans les documents à un film français de 1972, Il n'y a pas de fumée sans feu, d'André Cayatte. Et l'analyse qui en est faite est assez percutante. Ça montre comment une rumeur fabriquée de A à Z, une fumée totalement artificielle, peut carrément détruire la carrière d'un homme politique. Ah oui, ce film est une excellente illustration.
ça montre bien cette idée que la fumée peut non seulement révéler un feu existant, mais parfois elle peut le provoquer, l'allumer elle-même. Tout à fait, cette référence cinématographique le montre très bien. La causalité n'est pas à sens unique. La fumée n'est pas juste un symptôme passif, elle peut devenir un acteur, un agent qui crée le feu, surtout dans des contextes où l'opinion est très réactive. Et cette logique du proverbe, elle se heurte complètement au principe du droit, non? Le mémo juridique qu'on a est très clair là-dessus. Ah oui, là, c'est le choc frontal. En justice, une rumeur, un soupçon, la fumée, ça n'a aucune valeur probante. Zéro. Tout le système est basé sur la présomption d'innocence. Appliquer le proverbe au tribunal, ça reviendrait à dire « Bon, vous êtes suspect, donc vous êtes sûrement un peu coupable ». C'est l'exact inverse de la charge de la preuve. C'est l'accusation qui doit prouver, pas l'accusé qui doit prouver qu'il n'y a pas de feu. Exactement. Le document juridique le martèle. Le doute profite toujours à l'accusé. La fumée, ça ne suffit pas. Il faut la preuve du feu, et une preuve solide, vérifiée. Les juristes savent très bien que les apparences peuvent être trompeuses, une coïncidence bizarre, un non-dit, ça peut ressembler à de la fumée, mais ce n'est pas le feu pour autant. Tout le travail du juge, justement, c'est de trier, d'évaluer la qualité des preuves, de faire la différence entre un indice léger, peut-être même de la vapeur, et un fait avéré, le feu. Ça demande une rigueur, une méthode, que le proverbe ignore royalement. C'est vrai que le proverbe, comme le dit une des notes, c'est un sceau direct. Signe moins cause, bim. La justice, elle impose des étapes, une enquête, une approche bien plus prudente avant de conclure. Beaucoup plus prudente, oui. Et les médias alors dans tout ça? Plusieurs articles analysent cette utilisation un peu ambiguë. Bon, on n'accuse personne, mais enfin, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est une façon assez maligne, selon ces articles, de laisser entendre qu'il y a forcément un truc sans prendre trop de risques. Oui, c'est une pratique que l'analyse sur l'éthique journalistique qualifie de limite, pour rester poli. Le vrai travail de journaliste, celui qui est défendu dans ce texte, c'est justement de ne pas s'arrêter à la fumée. Avant de publier une info qui peut nuire, il y a des étapes clés, non négociables, vérifier qui parle et pourquoi cette personne parle, recouper l'info avec au moins une autre source, fiable, indépendante. 2 sources minimum, c'est souvent la règle d'or qu'on entend. Exactement, 2 sources indépendantes. Vérifier les faits bruts, les dates, les chiffres, et surtout la base, obtenir la version de la personne ou de l'organisation mise en cause, contradictoire obligatoire. Oui. Si on zappe ces étapes, comme le dit l'auteur de cette analyse, on ne fait pas de l'info, il utilise l'expression « feu d'artifice médiatique ». Ça pète, ça fait du bruit, ça attire l'œil, mais ça manque de fond et ça peut faire de vrais dégâts. Il y a une citation de Pierre Bourdieu dans une des sources, quelque chose comme « Les médias adorent le feu parce que ça attire la foule ». Oui, c'est ça. Et la source ajoute la nuance essentielle de Bourdieu, qui est vraiment au cœur de notre discussion sur ces documents. Encore faut-il savoir si ce feu est clair ou s'il brûle. Toute la différence est là. Informer ou détruire par erreur. C'est une très bonne nuance. Mais alors, une question se pose. Pourquoi on est si prompt à y croire, à ce lien presque automatique entre la fumée et le feu? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? L'article de psychologie cognitive qu'on a est assez éclairant là-dessus. Il parle de plusieurs biais cognitifs. Ah oui, lesquels par exemple? D'abord, le fameux biais de confirmation. En gros, on a tendance à remarquer et à accorder plus d'importance aux infos qui confirment ce qu'on pense déjà. Si on a un petit soupçon sur quelqu'un, le moindre geste un peu ambigu va être interprété comme une preuve qui confirme notre soupçon. On voit ce qu'on s'attend à voir. D'accord. Ensuite, il y a ce que l'article nomme l'effet de vérité illusoire. C'est simple, plus on entend répéter une affirmation, même si elle est fausse, plus on a tendance à la trouver crédible. Le cerveau fait un raccourci.
Il confond la familiarité, tiens, j'ai déjà entendu ça, avec la fiabilité, donc ça doit être vrai. La fumée, répétée en boucle, finit par avoir l'air d'un vrai feu dans notre esprit. C'est pernicieux comme effet. Très. Et l'article mentionne aussi un troisième facteur, la contagion émotionnelle. Si tout un groupe ressent une émotion forte, genre l'indignation, la peur face à une rumeur, cette émotion peut nous contaminer individuellement. On peut se sentir poussé à croire la même chose que le groupe, juste pour faire partie du lot, pour être en phase, même s'il n'y a pas de preuves solides. C'est la pression du groupe, quoi. Donc si je résume ce que dit cette analyse psycho, on part d'un soupçon, biais de confirmation, on l'entend partout, vérité illusoire, et on sent la pression des autres, contagion émotionnelle. Et paf, une simple rumeur, juste de la fumée au départ, peut se transformer en une espèce de certitude collective, un feu qui semble bien réel pour tout le monde. C'est assez vertigineux comme processus. C'est exactement ça. Ces mécanismes combinés sont très puissants. L'impact des réseaux sociaux le montre bien. Un tweet, un post vite fait, une vidéo sortie de son contexte, l'info, ou la désinfo d'ailleurs, circule à une vitesse hallucinante. Bien plus vite que notre capacité à vérifier ou même à réfléchir. C'est un des problèmes majeurs pointés par ces articles, oui. Il y a un décalage énorme entre la vitesse de circulation de la fumée numérique, le clic, le partage, le commentaire indigné immédiat, et le temps qu'il faut pour analyser, pour vérifier, pour remettre en perspective, pour savoir si le feu est réel, d'où il vient vraiment. Ça demande du temps, de l'enquête, de la nuance. Ces deux temporalités sont en conflit permanent aujourd'hui. Le temps du clic contre le temps de la réflexion. Voilà. Et cette puissance de la rumeur, de la fumée, elle a aussi des conséquences très concrètes en économie. L'analyse économique qu'on a dans le dossier souligne à quel point la confiance est une donnée clé et super volatile. Une simple rumeur, même infondée, peut flinguer la réputation d'une entreprise, faire chuter son cours en bourse, détourner les consommateurs. C'est fou l'impact que ça peut avoir. Oui, les marchés financiers, par exemple, comme l'explique ce commentaire économique, ils ne tournent pas juste sur des chiffres objectifs. La psychologie collective, la confiance, l'anticipation, ça joue un rôle énorme. Une rumeur de difficulté pour une banque peut suffire à déclencher une panique bancaire. Et d'ailleurs cité dans ce texte. Des bruits qui courent sur la solidité de certaines banques, la peur s'installe, les gens retirent leur argent massivement, et pour certaines, la rumeur de faillite a fini par provoquer la faillite. Exactement. C'est encore ce mécanisme d'autoréalisation, la fumée, qui participe activement à la création du feu. C'est un schéma qui revient dans plusieurs des sources qu'on a examinées, sous différents angles. Maintenant, malgré tous ces dangers, toutes ces mises en garde qu'on a vues dans nos lectures, est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite part de sagesse populaire dans ce proverbe? Plusieurs notes semblent le suggérer, en rappelant qu'il touche à une idée fondamentale. Rien n'arrive de nulle part, tout a une cause. Est-ce que le proverbe capte pas quelque chose d'important malgré tout? Oui, c'est une nuance importante qui ressort aussi. Le proverbe n'a pas entièrement tort sur un point. Les événements ont des causes, les problèmes laissent des traces. La vérité finit souvent par surfusiller un peu, par laisser des indices. Donc l'intuition de base qu'il y a souvent une cause derrière un signe, elle n'est pas fausse en soi. D'accord. Le vrai problème, et c'est souligné dans une des analyses critiques, c'est quand on transforme cette intuition « il y a peut-être un feu derrière cette fumée » en certitude aveugle « ah, il y a de la fumée, donc il y a forcément un feu ». C'est ce saut direct qui est dangereux. Le passage du peut-être au forcément. Exactement. Une approche plus sage qui s'inspirerait du proverbe, mais en évitant son automatisme, ce serait peut-être ce que suggère une des conclusions. Ok,
Je vois de la fumée. Ça pourrait vouloir dire qu'il y a un feu. Mais avant de crier au feu, je vais d'abord essayer de comprendre d'où vient cette fumée, ce qu'elle signifie vraiment. C'est une posture d'enquêteur, pas de juge immédiat. Une démarche plus réflexive. Voilà. Et il y a une perspective assez originale, je trouve, proposée dans le texte d'approche plus psychologique. Et si on appliquait cette métaphore à nous-mêmes, à notre vie intérieure? Ah oui, comment ça? Si on imagine que la fumée, ce sont nos pensées récurrentes, nos angoisses un peu floues, nos doutes persistants, alors le feu, ça pourrait être l'émotion brute qui est en dessous, le besoin qui n'est pas satisfait, la vieille blessure qui alimente tout ça sans qu'on le sache vraiment. Intéressant. Un malaise intérieur qui dure. Cette espèce de fumée psychique, ça peut être le signe qu'il y a une braise en nous qui demande de l'attention. Mais là aussi, l'erreur est possible. On peut croire que la fumée vient de l'extérieur, on peut accuser les autres, les circonstances, alors que le vrai feu, il est peut-être dedans. Et il demande à être compris, pas juste étouffé ou projeté sur les autres. C'est une lecture introspective assez forte, cette idée de chercher le feu en soi quand on sent cette fumée psychique. Ça me rappelle une image utilisée dans ce texte. Quand la fumée monte en vous, ce n'est pas toujours le monde extérieur qui brûle. C'est peut-être votre propre cœur qui essaie de vous parler. Ça invite à questionner nos réactions automatiques, c'est sûr. Tout à fait. Une invitation à l'introspection. Juste pour finir ce tour d'horizon des sources, l'une d'elles parle de la dimension culturelle. Est-ce que cette association fumée-feu, c'est très franco-français ou européen, ou on la retrouve ailleurs dans le monde? Ah non, c'est très très répandu. La note comparative le montre clairement. On trouve des équivalents presque identiques en anglais, Where there's smoke, there's fire, en espagnol, Donde hay humo hay fuego, même en arabe. Ça prouve que cette connexion entre un indice visible et une cause cachée, c'est une observation humaine assez universelle qui dépasse les cultures. D'accord, c'est universel. Par contre, ce qui est noté aussi dans cette source, et c'est une nuance intéressante, c'est qu'il existe dans certaines traditions, notamment en Orient, des proverbes similaires mais avec une petite touche de prudence en plus. Quelque chose du genre « Oui, il y a peut-être de la fumée, mais attention, le vent aussi peut la déplacer et la faire venir de loin. » Ah, c'est pas mal ça. Oui, c'est une manière de dire « Minute papillon, ne saute pas aux conclusions juste parce que tu vois un signe ». C'est une invitation à la circonspection qui manque un peu dans notre version française, plus directe, plus affirmative. C'est vrai. Bon, on arrive à la fin de notre exploration de tous ces documents. C'est quand même fou de voir comment une petite phrase toute simple peut ouvrir sur autant de questions profondes sur la vérité, la rumeur, notre façon de percevoir les choses. Ces sources nous ont vraiment offert un panorama très riche de notre rapport à l'info et au jugement. Absolument. Si on devait essayer de synthétiser ce qui ressort de tout ça, on pourrait peut-être retenir 2 points essentiels. Premièrement, le proverbe a une part de vérité. Oui, la vérité, les problèmes, ça laisse souvent des traces, des indices. Le feu existe bel et bien et il produit de la fumée. Il y a une logique causale qui est souvent là. Mais deuxièmement, et c'est sans doute le plus important, attention, toutes les fumées ne signalent pas un vrai feu. Certains indices sont trompeurs, certains signaux ne sont que de la vapeur, des constructions, des malentendus. Il faut une vigilance critique constante pour ne pas se faire avoir par les apparences, pour savoir distinguer l'indice fragile de la preuve solide. C'est cet équilibre délicat qui est mis en lumière par toutes les analyses qu'on a vues. Excellent résumé. Et pour conclure, peut-être une petite question qui découle de tout ça, pour que chacun y réfléchisse. La prochaine fois qu'on se retrouve face à une rumeur qui enfle, une info choc sur les réseaux, ou même juste une intuition très forte qui nous traverse toute cette fumée ambiante,
comment on fait concrètement pour ne pas tomber dans le panneau? Comment on peut chercher le feu potentiel, la cause, la vérité, sans se laisser aveugler ou pire, sans se faire brûler par la fumée elle-même? C'est peut-être ça le vrai défi soulevé par nos lectures d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Regardez aussi nos vidéos précédentes.